Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'un agent IA concrètement, que ça soit la définition mais pas que, surtout les cas d'usage, les différents types d'agents IA, les limites dont personne vous parle ou encore les avantages et comment tirer profit de cette nouvelle technologie. On s'y penche directement. Donc on peut voir que les agents IA, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se démocratiser. On peut voir la courbe sur Google Terms, où on peut voir que partout dans le monde, en France, aux États-Unis, le terme agent IA revient de plus en plus et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc un agent IA, la définition un peu plus, relou, j'ai envie de dire, c'est une IA capable d'agir de façon autonome pour atteindre des objectifs et effectuer des tâches au nom d'un utilisateur. Un agent IA perçoit son environnement, raisonne et agit en conséquence avec un certain degré d'autonomie. Contrairement à ChatGPT qui est une IA, on va dire plus classique, où l'utilisateur envoie une question et ChatGPT envoie une réponse. Donc il raisonne, mais ni il perçoit son environnement, ni il n'agit. Un agent IA garde en cerveau un LLM comme ChatGPT. Donc, on peut lui choisir différents LLM. Donc, il y a ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini. Et chacune de ces entreprises dispose de différents modèles. Donc, ChatGPT, par exemple, il y a le 3.5, il y a le 4O, il y a le 4.1 qui vient de sortir, ou encore le O1 et le O3 qui sont des raisonnements avancés. Pareil pour DeepSeek, pareil pour Claude et pour Gemini. Donc, déjà qu'il y a plusieurs entreprises qui proposent des LLM, au sein de ces entreprises, il y a différents modèles destinés à différents cas d'utilisation. Un agent IA, il est capable d'utiliser des outils et d'effectuer des actions. Et pour moi, c'est là que cette nouvelle technologie va redessiner le paysage business. Pourquoi? Donc, pour comprendre plus simplement, donc un utilisateur, il va faire une requête. Et l'agent IA, il va pas se contenter uniquement de répondre à la requête, il va utiliser des outils qu'il a à sa disposition. Donc, on peut lui mettre différents outils, on peut lui mettre le CRM d'entreprise, son email, les calendriers, et il va effectuer des tâches avec celui-ci. Donc en fait, on peut un peu le comparer, à un humain qui a en cerveau du coup, un LLM comme un humain a son cerveau et qui a dans ses mains des outils comme un humain peut avoir un marteau et cetera. Et l'agent IA, lui, il va avoir, un calendrier, il va avoir accès à certaines données, il va avoir des mails avec lesquels il va pouvoir capter de l'information, mais aussi la traiter et agir directement avec ces différents outils. L'agent IA aussi, il a une mémoire, contrairement à la plupart des IA classiques. Donc on peut lui mettre une fenêtre de mémoire pour qu'il se rappelle des 5, 10, 15, 20 dernières interactions qu'il a eues pour pas avoir toujours à se répéter. Donc ça aussi, c'est un point hyper important, chez les agents IA. Donc concrètement, par exemple, ça c'est un workflow N8N. Un agent IA, il se compose de son cerveau que là j'ai mis avec OpenRouter, c'était le 3.5, d'une mémoire, où là je lui ai donné les 10 en fenêtre, les 10 dernières interactions que j'ai eues avec lui, et en outil, là par exemple, c'est les mails. En exemple de d'agent IA qu'on peut construire, c'est vraiment varié. On peut vraiment concevoir de tout avec ces agents IA. Moi, par exemple, j'ai fait, un agent IA qui automatisait mes mails, qui gérait mes DM Instagram, qui m'établissait des devis ou encore qui, automatisait tout mon support client de A à Z. Et vraiment, les cas d'utilisation sont, variés. Là, j'ai pour mes vidéos YouTube, j'ai un planning sur 3 mois parce qu'il y a tellement de cas d'utilisation qu'on peut faire avec les agents IA. C'est tout simplement dingue. Donc, il y a aussi les agents IA, il y a différents types. Il y a les agents vocaux, donc par exemple, ça va être des agents qui vont pouvoir passer des coups de téléphone ou recevoir des coups de téléphone, donc soit prospecter, soit recevoir un accueil téléphonique. Il y a les, agents IA un peu plus classiques, comme les chatbots. Ça peut être des chatbots externes, donc par exemple, un chatbot que l'on met sur son site internet pour répondre aux requêtes utilisateurs, mais ça peut être aussi un chatbot interne pour les entreprises avec plusieurs dizaines de collaborateurs. On peut répertorier toutes les connaissances et toutes les données de l'entreprise, donner certaines autorisations, à certains salariés et chacun peut questionner son chatbot pour avoir des informations sur sa propre entreprise, sur les projets qui sont en cours et cetera. Il y a aussi un type d'agent, c'est l'agent de traitement, donc moi, c'est surtout ça que je vends à l'heure actuelle pour les entreprises. C'est le fait de pouvoir traiter énormément de données, contrairement à un humain qui va être limité de par son temps et de par son cerveau. Et après, il y a bien sûr, il y a énormément d'autres types d'agents comme la prospection, écrit, les assistants personnels et cetera. Il y a un domaine qui est très important, chez les agents IA, c'est l'autonomie.
L'autonomie, il faut savoir que ça, en fonction du paramétrage que l'on fait de l'agent IA, on le décide complètement. Donc on peut laisser un agent IA une autonomie à 100, donc il va être capable d'agir de façon tout à fait autonome, ou on peut mettre semi-autonome, donc c'est-à-dire qu'il peut, faire valider. Donc par exemple, s'il trie des mails, avant d'envoyer un email, par exemple quand c'est pour un client, pour une service client, on peut lui demander de rédiger un brouillon et nous envoyer une notification pour que nous, humains, on valide. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est pas obligé d'être autonome à 100. On peut toujours avoir, l'humain dans la loupe. Comment on construit ces agents IA? Donc on a différents, frameworks qui sont c'est les 4 principaux. Moi, j'ai commencé avec Relevance AI, donc c'est bien parce qu'on peut manager, on peut faire vraiment une équipe d'agents IA avec des managers, des sous-managers, des salariés. On peut voir les interactions entre eux. Donc franchement, quand on n'a jamais codé, moi, c'est ce qui m'a permis de me mettre dans les agents IA parce que c'est une plateforme, très facile à prendre en main. Par contre, je la trouve un peu chère avec son système de crédit et on est vite limité en termes d'intégration. Ensuite, bien évidemment, on peut pas parler, de construction d'agents IA sans parler de Make, qui est l'un des, leaders sur ce marché. Moi, j'ai fait quelques workflows avec Make. Je trouve que c'est très, très bien pour commencer après Relevance AI. Par contre, il y a trop, de problèmes en termes d'intégration. C'est bien parce qu'il y a plein de couleurs, c'est beau à voir, c'est facile à visualiser, mais je trouve quand même que c'est toujours limité par rapport aux 2 autres. Le deuxième, c'est Zapier, qui est très bien, il y a vraiment un écosystème hyper large. Par contre, c'est un peu coûteux, mais les intégrations sont vraiment développées. Il y a beaucoup d'intégrations qui sont déjà natives dans Zapier et c'est vraiment top aussi pour commencer. Mais moi, mon chouchou, mon petit bébé, c'est N8N. Parce que N8N, recense les avantages de ces 3 frameworks avec sans les inconvénients, en fait, tout simplement. Parce que N8N, en termes d'intégration, c'est juste une dinguerie. En termes de prix, moi, je l'auto-héberge pour 10 € par mois. Vous achetez un serveur, maintenant, il y a Hostinger en plus qui le fait. Pour 10 € par mois, vous pouvez faire des exécutions en illimité, mais vraiment en illimité et vous avez aucune commission à donner à N8N par exécution. Donc c'est complètement dingue, contrairement à Make, ou Zapier où vous avez des paliers d'abonnement et ça peut vite monter, très cher. Et pour moi, N8N, c'est vraiment le constructeur d'agents IA numéro un dans le domaine. Quand on construit un agent IA, donc il faut utiliser un constructeur et il faut savoir aussi prompter. Donc le prompt, pour un agent IA, quand vous parlez avec ChatGPT, vous envoyez une requête, donc ça, c'est votre prompt. Pour un agent IA, c'est un petit peu différent. Dans un premier temps, il y a l'user prompt. L'user prompt, c'est le prompt qui va changer tout le temps. Donc, imaginons que vous avez un agent IA qui traite des mails. Dans son user prompt, à chaque fois, il va avoir le mail qu'il doit traiter. Donc, ça va être souvent une variable dynamique pour pas avoir à chaque fois à mettre le mail, sinon l'agent IA perd tout son intérêt. Ça va être une valeur dynamique qui va capter le dernier mail qui est entré et ça va le traiter. Ce qui est très important, c'est pour ça que j'ai mis des plus, c'est le système prompt. Le système prompt, en fait, c'est comment canaliser, comment cadrer, comment, expliquer à l'agent IA comment il doit agir, de quel ordre il doit utiliser les outils. En fait, c'est vraiment avec le système prompt qu'on construit un agent IA de qualité. Donc là, par exemple, j'ai mis une petite capture d'écran d'un système prompt que j'ai fait. Donc là, c'était pour faire des résumés de mémoire. Tu es un expert académique spécialisé dans la réaction des mémoires universitaires niveau bac+3 à bac+5. Je lui donne un objectif, des structures, des contraintes, une marche à suivre. Donc vraiment, le système prompt, c'est le plus important. Je vais faire une vidéo sur le prompt engineering pour savoir comment bien prompter ces agents IA. Même moi encore, à l'heure actuelle, je fais des erreurs parce que c'est pas une science exacte. Il faut faire souvent de l'essai erreur et recommencer, recommencer jusqu'à avoir un prompt qui fonctionne à 100. Donc vraiment le système prompt, c'est, le plus important. Souvent on utilise le RCT, donc rôle, on définit le rôle, donc là par exemple tu es un expert académique spécialisé dans la rédaction de mémoire. Le contexte, donc dans quel environnement il agit. Par exemple là c'est dans le cadre de corriger un mémoire et la tâche qu'il a effectuée et là on lui définit toutes les différentes actions qu'il doit effectuer dans un ordre bien prédéfini. Les avantages d'un agent IA, ils sont nombreux. Dans un premier temps, c'est le no-code. Moi, je suis pas du tout développeur, mais j'ai appris à construire des agents IA sans quasiment toucher à une ligne de code.
Ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est scalable, donc du moment où on a un agent IA qui fonctionne bien, pour une entreprise, on peut la plupart du temps le développer pour d'autres entreprises. Il y a aussi une forte possibilité de personnalisation, chez les agents IA, qui est vraiment top, qui permet de personnaliser en fonction de votre activité, de vos besoins, de vos modalités et cetera. Il y a aussi la multimodalité, donc ça permet en fait les agents IA peuvent traiter du texte, mais peuvent traiter aussi des images, des vidéos, du son. Ils ont vraiment la multimodalité et qui, leur permet de pouvoir traiter avec énormément de données différentes et l'avantage aussi, qu'il n'est pas à négliger, c'est l'innovation constante. Chez les agents IA, que sur les N8N, sur Make, il y a toujours des nouveautés. Là, sur la dernière vidéo, on a vu le mode Sync, il y a les MCP et en fait, il y a toujours des nouveautés qui permettent de pousser ces agents IA encore plus loin, de façon encore moins chère, encore plus performante, encore plus autonome et donc on est vraiment à l'aube de cette, technologie et de sa démocratisation dans le monde du business. Par contre, ce que personne ne vous dit, c'est qu'il y a aussi des limites, chez les agents IA. C'est pas tout beau, tout rose. La première grosse limite, moi, que j'ai rencontrée, c'est les intégrations. Quand on fait des agents IA, aussi bien promptés que soient-ils, aussi bien construits que soient-ils, il faut les intégrer. Donc quand on va, par exemple, quand je démarche une entreprise, chaque entreprise n'a pas le même CRM, n'a pas la même boîte mail, n'a pas, le même, traitement de CV. Donc en fait, ils utilisent toutes les entreprises utilisent des sites, différents et il n'y a pas toujours des solutions natives pour les intégrations. Donc, pour Gmail, pour Outlook, pour, Google Calendar, donc pour les, comment dire? Les sites déjà bien reconnus la plupart du temps sur N8N, sur Make, sur Zapier, il y a des intégrations qui sont faciles. Mais par contre, rien n'empêche que l'entreprise, la PME du coin a développé son propre, SaaS ou son propre CRM avec son propre code et donc là, l'intégration des agents IA est très difficile quand on commence dans ce milieu-là. La seconde limite, c'est que parfois, voire souvent, ils sont imprévisibles. Donc, j'ai un workflow, je vais avoir 20 exécutions et sur ces 20 exécutions, il y en a 2 qui échouent et des fois, c'est impossible de savoir pourquoi alors que les conditions restent les mêmes. Donc il y a toujours un peu, une imprévisibilité qui rend ces agents IA un peu moins performants et un peu moins sûrs. Il y a les hallucinations. Si vous avez déjà parlé avec ChatGPT, j'espère que c'est déjà le cas, vous avez déjà pu constater que ChatGPT peut halluciner, peut donner des données avec assurance comme si c'était la vérité alors que ça l'est pas du tout. Ben, un agent IA peut le faire et peut mal utiliser un outil. Alors c'est vrai que pour l'utilisation des outils, il y a un petit peu moins d'hallucinations, mais c'est toujours possible. Malgré que les nouveaux modèles maintenant ont des pourcentages quand même d'hallucinations beaucoup moins élevés. Une autre limite, c'est la dépendance. Quand on utilise un agent IA, par exemple, et qu'on lui met en cerveau le 4O, on est dépendant de ChatGPT. On est dépendant de ses serveurs, on est dépendant de son coût, on est dépendant de sa technologie. Donc c'est top parce qu'on n'a pas eu à le construire. Donc en fait, on a un peu les inconvénients de nos avantages. On n'a pas eu à le construire, à passer du temps à construire un LLM. On en profite en donnant, en payant, mais rien n'empêche que, par exemple, ChatGPT 3.5 ou 4O mini bug. Rien n'empêche que les OpenAI décident d'augmenter leurs coûts. Donc en fait, on est vraiment dépendant de technologies diverses qui, rend plus fragile la scalabilité et la longévité d'un business d'automatisation IA. Il y a aussi les coûts. Alors oui, la plupart du temps, les agents IA nous font gagner du temps, sinon ça n'a aucun intérêt. Par contre, ça a un coût. Quand vous utilisez 3.5, 4O, 4O mini, c'est des coûts différents et donc c'est bien de faire des agents IA qui fonctionnent. On lui met le O3 dans la tête, le modèle le plus performant et ça fonctionne. Ouais, c'est top. Sauf qu'en termes de billets, ce que vous avez à lâcher à la fin du mois à OpenAI, si vous avez beaucoup d'exécutions, beaucoup de données, beaucoup de contexte, au final, ça va vite chiffrer. Et ça, personne ne vous en parle. Moi, j'en ai fait, comment dire? Je l'ai vu de mes propres yeux quand j'ai construit des agents IA. Au début, je pensais que ça allait rien me coûter. Mais au final, quand on empile les briques, quand on empile les exécutions et on donne beaucoup de contexte à l'agent IA pour qu'il soit performant, ben les coûts peuvent vite augmenter. Et donc, en fait, on joue toujours entre performance et coût. On essaie d'avoir un modèle peu cher, mais on essaie de le combler avec un bon système prompt, avec des nodes comme le Node Sync que j'ai parlé sur la dernière vidéo. Et voilà, il y a cette notion de coût qu'il faut pas oublier, où c'est des coûts mensuels,
comme un salaire qu'on reverse du coup à l'agent IA, à l'entreprise, à laquelle on a pris le cerveau qu'on a implémenté dans l'agent IA. Une autre limite, c'est le RGPD, bien évidemment, ses dépendances aussi et ses coûts ont aussi, l'inconvénient de RGPD. Quand on passe par ChatGPT, quand on passe par DeepSeek, à part si on auto-héberge ses, LLM, bon, ChatGPT on peut pas le faire, mais DeepSeek oui, on expose les données à des entreprises américaines, donc hors d'Europe et on ne sait pas réellement ce qu'elles font de ces données. Donc, il y a ce gros problème-là RGPD pour des boîtes à confidentialité, pour des grosses boîtes, ou tout simplement si vous souhaitez monter votre agence d'automatisation IA, ce sujet-là reviendra un jour ou l'autre sur la table. Oui, il ne faut pas coder pour construire des agents IA, mais il faut quand même, des connaissances. Il faut des connaissances en termes d'API, en termes de tokens, en termes de LLM. Quels sont les différents LLM? Est-ce qu'ils sont chers? Est-ce qu'ils sont performants? Lequel choisir. Il faut des compétences en prompt engineering, comme on l'a vu, là je l'ai super bien écrit. Souvent, il faut du low code, donc ça va être du JavaScript. On peut essayer, moi je bricole avec Claude qui est pas mal en code, mais il faut quand même toucher à quelques lignes de code. Il faut avoir des notions en termes de base de données, parce qu'au bout d'un moment, avec Supabase, Quadrant, les bases de données vectorielles, il y a beaucoup de connaissances à apprendre. Et il y a aussi le système le principe de nouveauté, où il y a toujours de nouvelles choses. Il faut toujours être au fil de l'actualité, ça peut être pesant, in fine. Un point aussi que j'ai pas vu avec vous, c'est que le nombre d'outils mis à disposition, c'est, très important d'un agent IA. Parce que sinon on en construit un, on lui met tous les outils, on lui explique, comment fonctionnent tous les outils et c'est bon, on a fini. Sauf que non, peu importe, même si on utilise un modèle d'intelligence artificielle très avancé comme le O1, le O3, des raisonnements poussés qui sont chers, dans tous les cas, on peut pas mettre plus d'une dizaine d'outils. Alors maintenant, il y a le MCP qui est sorti, qui nous permet, de pallier plus ou moins à ce problème. Mais il faut savoir qu'un agent IA, moi j'ai fait des tests, au bout de 6, 7 outils, ça commence à bugger. Et c'est vraiment le grand maximum si on fait un bon prompt et si on lui met un bon cerveau dans la tête. Donc pour ça, on utilise souvent des multi-agents. Donc on va faire un agent, manager avec un agent IA mail, un agent IA calendrier, un agent IA réseaux sociaux. Et cet agent IA manager, je vais en faire, la prochaine vidéo, ça sera ça, comment faire une armée d'agents IA. Il va recevoir la requête utilisateur et imaginons que la requête utilisateur, c'est, book un rendez-vous pour demain à 17h, et bien, il va envoyer cette information à l'agent calendrier. Imaginons qu'il y a un agent IA, contact, il va demander déjà à l'agent IA, contact de lui donner les informations sur le contact avec qui on a pris le rendez-vous et après, il va utiliser l'agent calendrier. Et souvent, du coup, avec ce manager, agent, on lui donne un cerveau plus intelligent parce qu'il doit orchestrer, il doit manager, en fait, ces agents IA, alors que les salariés, on va leur mettre, un modèle d'intelligence artificielle moins performant et moins coûteux parce qu'ils ont que quelques outils et ils ont moins, le besoin de réfléchir concrètement à la situation. Et pour finir, un point aussi très important, c'est que souvent les agents IA, sont moins performants que les workflows IA. Les workflows IA, en fait, c'est tout simplement des automatisations comme il y en a depuis, des dizaines d'années mais on implémente l'IA. Pourquoi, j'en parle? Parce que pour moi, les workflows IA sont souvent beaucoup plus puissants parce qu'ils sont plus déterministes. On va dire quand il y a A, il y a B, quand il y a B, il y a C, quand il y a C, il y a D et du coup, il y a moins l'imprévisibilité qu'on retrouve souvent, chez les agents IA et il y a moins, ce phénomène en fait, d'hallucination où d'un coup, il va sur une exécution, on comprend pas pourquoi il va mal agir alors que sur les autres exécutions, il agissait bien. On va faire un workflow IA avec différentes briques qu'on assemble et qui va être beaucoup plus déterministe, donc qui va être moins agile. Mais du moment où on l'a construit, il agira toujours dans ce sens. Et c'est pour ça qu'il faut combiner souvent les workflows avec les agents IA. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que vous avez réussi à comprendre qu'est-ce qu'un agent IA. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.